Cette vidéo traite d'une histoire secrète qui a été perdue pour l'humanité. Je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, nous devons être capables d'imaginer que cette histoire est possible. Je le dis ainsi parce que vous n'êtes pas obligé de croire les informations contenues dans cette vidéo. Non seulement, je ne prétends pas qu'il s'agit de faits, mais je vous préviens d'ores et déjà que ce sujet peut être délicat pour de nombreuses personnes. Je tiens donc à préciser qu'il ne s'agit que d'une réalité possible, et non d'une tentative de vous forcer à croire quoi que ce soit. Faites vos propres recherches et vous pourrez décider par vous-même ce qu'il faut croire. Bienvenue sur Mind Unveiled. Nous avons une éducation spécifique qui est conçue pour nous, et beaucoup d'entre nous associent des éléments cruciaux de cette éducation à notre personnalité. Il n'y a rien de mal à cela, mais malheureusement, les dirigeants en place ont un programme spécifique en jeu. Le but de cette vidéo n'est pas d'invoquer le racisme de quelque manière que ce soit. Le but est de la lancer dans l'espoir qu'elle puisse être utile à tous mes frères et sœurs, quelle que soit la couleur de leur peau, afin que nous puissions voir au-delà des frontières de la race et des ratios, car nous partageons tous la même vie, qui est la lumière. Nous avons été nourris de mensonges afin de maintenir la cohérence d'une chose, crise d'identité. C'était à dessein. Sinon, pourquoi n'avons-nous pas entendu parler davantage de la véritable origine du nom de la Californie? Elle porte le nom d'une magnifique reine noire des morts. Par mort, j'entends les peuples indigènes éclairés et mélanés. Je ne pense pas que notre culture actuelle puisse vraiment comprendre à quel point les races indigènes de ces terres étaient éclairées. La culture américaine dominante chez les jeunes d'aujourd'hui tourne autour de l'avilissement des femmes, de l'argent et de la soif de pouvoir. Nos ancêtres seraient non seulement embarrassés, mais aussi déçus de voir à quel point nous nous sommes perdus. Plus précisément, les morts indigènes qui habitaient ce qui restait de Mu, ou ce que la légende espagnole appelle l'île de Californie, étaient connus pour leur grande capacité psychique. Les femmes dominaient car leur capacité psychique et mentale était bien supérieure à celle des hommes. Elles étaient des maîtres chamanes car elles pouvaient naviguer entre les royaumes à volonté, ce que notre culture moderne ne peut même pas comprendre. Le sujet le plus proche que nous ayons est celui des rêves et de la projection astrale. Mais ces concepts n'expliquent pas complètement à l'esprit moderne la dynamique complète de ce à quoi ressemblaient ces anciennes terres. Nous pouvons l'imaginer, mais cela relève du domaine de la fantaisie. Cette histoire est tirée d'un célèbre roman fantastique espagnol des années 1500 de notre époque moderne, Las Sargas de Esplandian de Montalvo. On dit qu'il s'agit de légendes anciennes, et la plupart des gens de l'époque croyaient même qu'elles étaient vraies. Voici ce que dit l'histoire dominante. Les aventures d'Esplandian est le 5e livre d'une série de romans d'amour chevaleresque de Garci Rodríguez de Montalvo, qui a commencé avec Amadís de Gaula, une série encore plus ancienne. Même Hernán Cortés, qui allait conquérir l'empire aztèque et nommer l'État de Californie, croyait aux légendes. Je veux que vous fassiez attention à ce symbole, car il sera important plus tard. Bernard Diaz dit « Nous fûmes saisis d'admiration et déclarâmes qu'il ressemblait au château enchanté décrit dans le livre d'Amadís de Gaula, à de grandes tours, à des temples et à des édifices qui semblaient surgir de l'eau. Et tout cela était construit en pierre et en mortier. Certains de nos soldats ont dit qu'ils ne savaient pas s'ils voyaient vraiment cela ou s'ils rêvaient. » Fin de citation. Alors je dois commencer comme si vous n'aviez jamais regardé une vidéo sur cette chaîne, mais il y a d'autres vidéos sur notre chaîne qui décomposent le mensonge de l'histoire, si vous souhaitez le voir expliqué plus en détail. Beaucoup ont déjà entendu parler de la théorie de la Tartarie, mais en bref, l'histoire dont nous sommes nourris dans les systèmes éducatifs est une fausseté. Une fausseté conçue pour nous maintenir en esclavage, un esclavage qui passe par la crise d'identification. Ils nous ont appris à nous identifier aux singes, que tous les êtres humains sont originaires d'Afrique, que nous avons évolué par la peur et la survie, alors que notre conscience se forme mystérieusement par le biais d'un certain type de moyens physiques. L'origine qui nous est donnée n'est bien sûr qu'une explosion aléatoire de rien. Il nous donne ensuite une fausse histoire, sans âme. Mais beaucoup d'entre nous savent qu'il y a quelque chose de plus,
Au plus profond de notre subconscient, nous connaissons les histoires de l'Atlantide et des anciennes civilisations avancées. Cela fait partie de notre mémoire collective. On nous enseigne que notre évolution a été linéaire, alors que la vérité est qu'il y a eu de multiples cataclysmes dans le passé. Nous le savons aussi. Tout le monde connaît l'histoire du déluge. C'est l'histoire la plus connue du monde. Ce genre de traumatisme ne disparaît jamais de notre psyché. Pourtant, cela signifierait que nous avons désévolué, que nous étions autrefois de grandes nations qui avaient atteint la paix et qui voyaient au-delà des frontières de là ou des races. Nous avions développé des pratiques spirituelles avancées et avions véritablement atteint l'âge d'or. Il existait de nombreuses technologies que l'homme moderne aurait eu du mal à imaginer. Aujourd'hui, nous avons perdu notre souveraineté, notre esprit, notre sens de la divinité. Nous sommes nourris de matérialisme depuis notre naissance et l'esprit de beaucoup de nos concitoyens s'étiole. Mais nous vivons l'ère de l'éveil. Dans la chronologie officielle qu'il nous donne, la chute de Rome a lieu il y a 2000 ans. Il est très difficile dans un court segment de tout expliquer, en particulier la chronologie. Mais je dirais que ces anciennes architectures que nous appelons gréco-romaines viennent en fait de l'Atlantide. Et l'Atlantide ne date probablement pas de 13 000 ans comme le suggère Graham Hancock, qui croit que nous venons des singes. L'Atlantide date d'une époque beaucoup plus récente et faisait partie de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Amérique. Il est difficile de comprendre la nature de cette réalité et choquant de réaliser les mesures drastiques qui ont été prises en si peu de temps. Nombreux sont ceux qui ont tenté de créer une nouvelle chronologie comme Fomenko et Isaac Newton. L'origine de notre chronologie moderne vient d'un homme nommé Scaliger. C'est là que nous obtenons notre chronologie principale, mais beaucoup débattent du fait qu'il s'agit d'une fausseté créée par un groupe religieux spécifique. Ce groupe a falsifié l'histoire afin de faire croire qu'il possédait la religion la plus ancienne. Le premier indice de cette falsification se trouve dans Origène contre Cels, dans lequel Origène plaide en faveur de l'antiquité des Juifs. Une autre pièce du puzzle que vous devez comprendre est celle des Phéniciens. C'est très important. Dans notre histoire administrée, il date les Phéniciens d'environ 5000 ans. Mais ce groupe est en fait beaucoup plus récent. J'ai fait allusion à un symbole plus tôt avec Hernán Cortés. Vous verrez ce type de symbole partout, sur les seules cartes restantes et sur les personnages célèbres avec lesquels on nous bassine. Ce symbole est le symbole secret des nouveaux dirigeants cachés, le chevalier sans tête. Les Phéniciens ont dominé la Méditerranée orientale, la côte africaine, jusqu'à l'Espagne et l'Irlande du Nord dans l'histoire générale. Permettez-moi maintenant de vous exposer la partie la plus déroutante de l'histoire. La confusion vient du fait que l'histoire mélange le groupe qui a survécu et s'est emparé du monde, les jésuites catholiques, avec les races anciennes qui existaient autrefois sur ces terres. Il s'agissait de cultures mixtes. Les cultures qui existaient sont nées des deux anciennes races de dieux, les anciens hyperboréens et les anciens lémuriens. Il y a manifestement d'autres niveaux dans cette histoire. Je vais donc essayer de l'expliquer. Les premiers blancs dont nous disposons dans l'histoire sont des Ariens, ou anciens hyperboréens à la peau claire et aux cheveux roux et blonds. Leur patrie se trouve dans l'ancienne Hibernie et dans le Grand Nord. Pour les Noirs, la représentation la plus ancienne provient des anciennes légendes irlandaises, les Faumoirs, une grande civilisation de grande envergure qui possédait de grandes capacités occultes. De l'Atlantis de Donnelly, citation. Les Faumoirs étaient originaires de l'Atlantide. Ils étaient appelés Fomoraic, Fomoreg Eufrek et Formorag, ce qui a été traduit en anglais par Formorien. Ils possédaient des bateaux et la représentation uniforme est qu'ils venaient, comme le nom Fomoreg Eufrek l'indiquait, d'Afrique. Mais à cette époque, l'Afrique ne signifiait pas le continent africain tel que nous l'entendons aujourd'hui. Le major Wilford, dans le 8e volume des Asiatic Researches, a souligné que Afrique vient de Apar, Afar, Apara ou Aparika, terme utilisé pour désigner l'Ouest, tout comme nous parlons aujourd'hui du monde asiatique comme l'Est. Par conséquent, lorsque les Formoriens ou Faumoirs prétendaient venir d'Afrique, ils voulaient simplement dire qu'ils venaient de l'Ouest, en d'autres termes, de l'Atlantide. Il est dit dans ces anciennes légendes que les Faumoirs étaient une race guerrière et qu'ils ont causé de grands dégâts dans le monde. C'était l'époque où l'Atlantide commençait à tomber
et où la guerre était omniprésente. De Donnell's Atlantis, citation, « Les annales irlandaises parlent des Faumoirs comme d'une race guerrière qui, selon les annales de Clonmacnoise, était un Seth, descendant de Cham, le fils de Noé, et vivait de la piraterie et du pillage des autres nations. Ils étaient à l'époque très gênants pour le monde entier. » Fin de citation. Ne s'agit-il pas des habitants de l'Atlantide qui, selon Platon, ont porté leurs armes en Égypte et à Athènes, et dont la destruction ultérieure a été attribuée à la vengeance divine invoquée en raison de leur arrogance et de leur oppression? Citation. « Les Faumoirs étaient une race civilisée. Ils avaient une flotte de 60 navires et une armée puissante. Il s'agissait en fait d'anciens pirates des mers, et certains étaient des géants mesurant jusqu'à 4 mètres de haut. Ils ont été l'un des premiers explorateurs de l'Irlande avant la destruction de l'Atlantide. » Citation. Ils ont possédé l'Irlande à une époque si reculée que certains historiens les considèrent comme les aborigènes du pays. Fin de citation. La première invasion du pays a été le fait du peuple basque ou des colonies de l'Atlantide en Espagne. Beaucoup d'entre vous pensent peut-être qu'il s'agit d'une fantaisie, mais c'est une connaissance commune de l'histoire générale. Combien de Noirs américains savent aujourd'hui que l'Irlande fait partie intégrante de leur histoire? Pas beaucoup. Les Faumoirs ont vaincu le peuple de Partolan, les Basques d'Espagne, tué Partolan et chassé les envahisseurs du pays. L'envahisseur suivant furent Némide. Il s'empara d'une de leurs fortifications, mais elle fut reprise par les Faumoirs sous le commandement de Morc. Nemhid fut chassé du pays, et les Atlantes restèrent en possession de l'île sans être dérangés pendant encore 400 ans. Puis vinrent les Firbolg. Ils conquirent toute l'île et la divisèrent en 5 provinces. Ils ne restèrent en possession du pays que pendant 37 ans, avant d'être renversés par les Tuatha de Danann, un peuple plus avancé dans la civilisation. Les Tuatha de Danann étaient les Hyperboréens. Ils venaient de ce que nous appelons le Nord. Il y a encore plus d'histoires que nous ne connaissons pas, à une époque où la plupart des connaissances ont été détruites et où il ne nous reste que des légendes orales. Cette légende fait autorité puisqu'elle est citée dans le livre de Balimoth. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bien les légendes de l'ancienne Lémurie, patrie ancestrale des peuples noirs. Dans la doctrine secrète de H.P. Blavatsky, citation, « Il y a une période de quelques millions d'années à couvrir entre la première race sans esprit et les Lémuriens ultérieurs très intelligents et intellectuels. Il y en a une autre entre la première civilisation des Atlantes et la période historique. » Fin de citation. Avant de poursuivre, permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord avec sa chronologie ni avec son point de vue ou celui de la société théosophique. Selon l'histoire, elle a obtenu ces informations à partir d'un livre ancien auquel elle a eu accès et qui n'est pas accessible au public. Madame Blavatsky affirme avoir vu un manuscrit du livre de Dizian alors qu'elle étudiait l'ésotérisme au Tibet. Elle prétendait que ce manuscrit et d'autres manuscrits anciens étaient protégés des regards profanes par les initiés d'une confrérie occulte. De nombreux territoires de la Lémurie existent encore aujourd'hui, comme l'Autriche, la Nouvelle-Zélande, Madagascar et même certaines régions d'Amérique comme la Californie. Les Lémuriens construisent d'énormes villes de terre et de métaux rares qu'ils construisent à partir des feux vomis, des laves, de la pierre blanche des montagnes, de marbre, et de la pierre noire des feux souterrains. Ils taillent leur propre image à leur taille et leur équivalence et les vénèrent. Les Lémuriens étaient une race spirituelle de géants noirs. Ils étaient un mélange de Mongols et de Noirs et possédaient différents organes selon Blavatsky. On dit qu'ils avaient un œil physique à l'arrière de la tête, qui a dégénéré en ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième œil, et qu'ils étaient de grands magiciens des éléments. Citation. C'est la raison pour laquelle, peut-être, même l'île de Pâques avec ses merveilleuses statues gigantesques est un témoin parlant d'un continent submergé sur lequel vivait une humanité civilisée. Fin de citation. C'est pourquoi de nombreux aborigènes des terres situées autour de l'anneau de feu du Pacifique ont le teint foncé. Le sang pur des peuples noirs provient de cette ancienne patrie dont les vestiges sont la Californie. Les anciennes cartes montrent la Californie comme une île parce que Mu a traversé de nombreuses étapes. Elle a commencé à fusionner avec la terre principale de Terra Firma alors que certaines parties de la côte ouest commençaient à s'enfoncer.
Dans la tradition occulte, les races raciniennes sont fondamentalement des versions différentes du corps humain en rapport avec des âges différents. On dit que la première race racine était complètement éthérée, tandis que la deuxième race racine avait des corps plus physiques et s'est reproduite en hyperborée. La troisième race racine, la forme que nous reconnaissons aujourd'hui comme humaine, existait sur le continent perdu de la Lémurie. Et la quatrième race racine s'est développée dans l'Atlantide. Selon la tradition occulte, tout cela ne se fait pas simplement par reproduction sexuelle. La première race racine, les Polariens du pôle central de notre royaume, étaient des êtres complètement androgynes. Cette tradition ésotérique est répandue dans les Hellènes comme nous l'apprend Platon. Ils disposaient du processus de reproduction asexuée. Cela change car il est dit que les races peuvent se manifester dans cette réalité sans bourgeonnement, mais par une sorte de descente d'en haut ou de processus d'engendrement d'esprit. Au fur et à mesure que ces races se sont développées à partir de l'esprit et ont poursuivi leur progression à travers les âges, tout est enregistré dans les archives akashiques. Cela affecte les prochaines races qui viendront dans les âges à venir. L'Atlantide comptait de nombreuses colonies, dont une que nous connaissons aujourd'hui, celle des Olmecs, qui était un lieu où de nombreuses cultures venaient faire du commerce. Ce sont les races atlantes. Alors je ne suis pas tellement sûre de la prononciation, mais voici les différentes races en question. 1. Romahal. 2. Tlavatli. 3. Toltec. 4. Premier Turanien. 5. Sémites d'origine. 6. Acadiens. 7. Mongols. Citation. Ainsi, les premières races atlantes nées sur le continent lémurien se séparèrent dès leur première tribu en justes et en injustes, en ceux qui adoraient l'unique esprit invisible de la nature, le rayon que l'homme ressent lui-même, ou les panthéistes, et ceux qui offraient un culte fanatique aux esprits de la terre, aux sombres puissances cosmiques anthropomorphiques, c'est-à-dire Saturne, avec lesquels ils firent alliance. Fin de citation. Il est important de se rappeler que parfois les races se chevauchaient et changeaient à la fois dans les périodes vécues ou dans les vestiges qui survivaient et dans les régions occupées. Il faut également se rappeler que dans certains cas, une catastrophe a été anticipée par les prêtres plus en phase avec les énergies supérieures et que de nombreuses migrations vers des terres qui existent actuellement ont eu lieu avant que toute l'Atlantide ne soit submergée. Il y a eu des mariages non seulement entre les sous-races de l'Atlantide, mais aussi avec les sous-races des Lémuriens qui s'étaient échappés avant la fin ardente de la Lémurie. La première sous-race, les Romahal, était une race sombre. Leur teint était une sorte de noir acajou. Leur taille à cette époque était d'environ 3,5 ou 4 mètres, une vraie race de géants. Mais au cours des siècles, leur taille diminua graduellement, comme celle de toutes les races à leur tour. Et plus tard, nous trouverons qu'ils avaient diminué jusqu'à atteindre la taille de l'homme de Furfus. Ils finirent par émigrer vers les rives méridionales de l'Atlantide, où ils étaient en guerre constante avec les 6e et 7e sous-races des Lémuriens qui habitaient alors ce pays. Une grande partie de la tribu s'est finalement déplacée vers le nord, tandis que le reste s'est installé et s'est marié avec ses aborigènes noirs lémuriens. La seconde sous-race, les Tlavatli, était originaire d'une île située sur la côte ouest de l'Atlantide. C'était une race forte, moins grande que les Romahal, à peau brun-rouge. Il s'agissait d'un peuple aimant la montagne qui, avec la 3e sous-race, les Toltecs, habitait les îles occidentales qui faisaient partie de ce qui est aujourd'hui le continent américain. Les Toltecs, la 3e sous-race, mesuraient environ 1,80 m, 2 m et avaient une peau brune rougeâtre, comme les Tlavatli, mais avec une couleur plus cuivrée. Selon William Scott Elliott, les traits des Toltecs étaient droits et bien marqués, un peu comme ceux des Grecs anciens. Les Toltecs ont régné pacifiquement sur l'ensemble du continent Atlantis pendant des milliers d'années. Les Turaniens, la 4e sous-race, sont originaires de l'est du continent. Ce sont des humains à la peau jaune qui n'ont jamais été une race dominante sur le continent mère, bien que certaines de leurs tribus et races familiales soient devenues assez puissantes. La 5e sous-race était celle des Sémites, qui avaient élu domicile dans la partie nord-est d'une péninsule qui est aujourd'hui l'Écosse et l'Irlande. C'était une race mécontente, toujours en guerre avec ses voisins, et qui maintenait son indépendance vis-à-vis des rois du Sud.
La sixième sous-race, les Akkadiens, est née après la première grande catastrophe. Née sur une péninsule plus au sud des Sémites, les Akkadiens ont rapidement migré vers le continent beaucoup plus vaste de l'Atlantide. Ils ont combattu et vaincu les Sémites, régnant sur l'Atlantide pendant plusieurs centaines d'années. Les Mongols, la septième sous-race, n'avaient aucun contact avec le continent mère. Ils se sont développés à partir des descendants des Touraniens. Ils se sont répandus dans ce qui est aujourd'hui l'Asie. Le maître Kut Humi a écrit dans les lettres du Mahatma que les races orientales modernes, telles que les Chinois, les Mongols, les Tibétains, les Malaisiens, les Indonésiens, les Japonais, les Vietnamiens, etc., descendent en grande partie de la septième et dernière sous-race de la race atlante, tandis que les peuples indigènes d'Afrique et d'Australie sont issus de sous-races atlantes antérieures, ainsi que de la septième et dernière sous-race de la race lémurienne. Citation. Les Lémuro-Atlantes construisent des villes et répandent la civilisation. Le stade naissant de l'anthropomorphisme. Leur statut témoin de la taille des Lémuro-Atlantes. La Lémurie détruite par le feu, l'Atlantide par l'eau, le déluge. La destruction de la quatrième race et des derniers animaux monstres antédiluviens. Par animaux monstres, il faut entendre de nombreuses créatures qui existaient autrefois et qui étaient vraiment maléfiques. Nous en entendons parler dans toutes les cultures, ou dans une sorte de mythe de l'inondation, et de grandes créatures mythiques qui terrorisaient la ville. Après chaque ère, les continents changent de manière assez radicale. Ils s'enfoncent et se soulèvent. Les comètes viennent et font des mouvements impossibles dans le ciel, inexplicables par la science moderne, et provoquent des cataclysmes et des destructions par le feu. Les mythes disent que les dieux sont à blâmer, car ils veillent sur nous et nous jugent lorsque nous traversons les époques. Nous devons comprendre que les continents se sont déplacés de manière assez radicale au cours des 1000 dernières années, ce qui explique les prétendues erreurs cartographiques des cartes du XVIe au XVIIe siècle. Remarquez que la plupart de nos cartes s'arrêtent aux alentours des années 1400 et que cette date peut même être inventée pour la plupart de ces documents. Ces nouveaux dirigeants, qui avaient l'intention de conquérir et de créer un nouveau monde issu de la sous-race phénicienne, étaient les maîtres de la mer et sont devenus la première entreprise mondiale. Ils sont devenus la main cachée de toute l'élite mondiale. Ils ont conquis l'Espagne sous la forme des Castilles, se manifestant sous la forme des jésuites catholiques, puis les Vénitiens, la main cachée de l'éducation publique et de la science, enseigner une nouvelle cosmologie du culte de Saturne. Ce groupe adorait un soleil, mais nous avons plus d'un soleil et il se déplace. Dans cette interprétation, les planètes voisines sont des soleils. Il s'agit de connaissances occultes de base expliquées de manière moderne. Mais fondamentalement, l'un des cataclysmes qui a conduit à la destruction de la grande église d'Ayesa, à la destruction de toutes les grandes civilisations mortes et des empires restants dans le monde, s'est produit grâce à une sorte de rituel de Baal, dans lequel Saturne pouvait être invoqué dans ce monde physique. Les Vénitiens vénéraient Baal d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Les aventures du capitaine Mago, une expédition phénicienne avant l'an 1000, est un bon ouvrage de référence, si vous voulez comprendre leur volonté de contrôle. Ceci est écrit du point de vue de la chronologie moderne, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces élites ont changé le système de calendrier et leur propre âge. Elles ont ajouté 1000 ans. Imaginez donc que la chute de Rome soit avancée de 1000 ans sur notre ligne temporelle principale. On peut faire remonter la franc-maçonnerie à ce culte phénicien. Les Phéniciens appartiennent à la race aryenne et étaient donc à l'origine un peuple très renommé. Cependant, ils ont sombré dans le matérialisme en cherchant à dominer le marché mondial. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait encore des empires puissants dans le monde qui représentaient une menace pour les Phéniciens. Beaucoup, vraiment. Les Maures, les Tartares, l'Empire ottoman et l'église de Ayesa, également connue sous le nom de Druides, les Hébreux d'origine. Ils devaient détruire le reste des Aryens s'ils voulaient régner sur la prochaine ère. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ils ne meurent pas tous. On dit que les Atlantes existent toujours. De même pour les Hyperboréens, car ils ne vieillissent pas. Il se peut donc que les Phéniciens aient eu accès à cette ancienne connaissance de la sagesse ésotérique et qu'ils en aient tiré parti. Ils ont préparé des dispositifs pour survivre sous l'eau, d'où le symbolisme de la sirène, très présent dans leur culture, et le culte de la conque.
Quoi qu'il en soit, ils ont survécu à cet événement et ont immédiatement commencé à éduquer et à créer le nouveau monde. Toutes les connaissances que nous avons proviennent de l'école principale de Venise. Les Phéniciens qui sont devenus les Vénitiens, ces Jésuites, ont ensuite conquis l'Espagne et la Grande-Bretagne. Cette version de l'espagnol est la langue espagnole des Jésuites, l'espagnol castillan. La famille royale de Castille est une branche de cette chaîne phénicienne, comme vous pouvez le voir dans les armoiries royales. Il suffit de regarder les armoiries royales de toutes ces familles et vous verrez clairement qui est en charge. Ils ont pris d'anciens rois, les ont renommés et leur ont donné de nouvelles dates. La bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait le savoir de tous les âges précédents, a été brûlée. Ce groupe a cherché le reste du savoir dans le monde par l'intermédiaire des Templiers, qui ont brûlé le savoir ésotérique sacré de toutes les nations. Dans le Timée de Platon, Solon, un Hellène, se rend dans l'une des colonies égyptiennes connues sous le nom de Saïs. D'après sa description, Platon présente le prêtre comme étant d'un teint plus foncé. Ces gens ne sont pas exactement des sangs purs de la Lémurie, mais une race mélangée avec de multiples nuances, allant du brun foncé au brun clair, avec de légères variations de teintes, principalement rouges qui descendraient des Tolmecs. Il se peut que certains aient eu du sang de la race lémurienne avec un noir foncé aux reflets bleutés, mais ils ne sont pas originaires de ces terres. Nous verrons bientôt que de nombreuses races différentes vivaient dans ces contrées. Du Timée de Platon. Citation. L'un des prêtres, qui était d'un âge très avancé, a dit « Solon, Solon, vous autres Hellènes, vous n'êtes jamais que des enfants. Et il n'y a pas un seul vieillard parmi vous. » Solon lui demanda ce qu'il voulait dire. « Je veux dire, répondit-il, que vous êtes tout jeune d'esprit. Et il n'y a parmi vous ni vieille opinion transmise par une antique tradition, ni science vieillie par le temps. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a eu et il y aura encore de nombreuses destructions de l'humanité dues à de nombreuses causes. Les plus importantes ont été provoquées par le feu et l'eau, et d'autres moins importantes par d'innombrables autres causes. Il y a une histoire que tu as toi-même conservée, qui dit qu'il était une fois Paéton, fils d'Hélios, ayant attelé les coursiers du char de son père, parce qu'il n'était pas capable de les conduire dans la voie de son père, brûla tout ce qui se trouvait sur la terre et fut lui-même détruit par un coup de foudre. Cela a l'apparence d'un mythe, mais signifie en réalité une diminution des corps qui se meuvent dans les cieux autour de la terre et un grand embrasement des choses sur la terre, qui se produit à de longs intervalles. À ces époques, ceux qui vivent sur les montagnes et dans les lieux secs et élevés sont plus exposés à la destruction que ceux qui habitent au bord des fleuves ou sur le rivage de la mer. Alors pour situer le contexte, il faut savoir que Solon s'est rendu à Saïs, en Égypte, et qu'à son arrivée, il a été accueilli avec beaucoup d'honneur. Il semble qu'il ait voulu partager ses connaissances, comme s'il se vantait légèrement de la sagesse ésotérique qu'il avait récemment apprise. Le prêtre lui répond et lui parle d'une race de personnes dont non seulement il ne connaissait pas l'existence, mais qui était l'ancêtre commun des deux. En outre, en ce qui concerne la chronologie et Platon, il pourrait s'agir d'informations anciennes ou de différents livres d'auteurs de la dernière époque, compilés en un seul auteur, créé par, vous l'avez deviné, les nouveaux dirigeants, les jésuites phéniciens. Alors je pense que beaucoup de ces livres contiennent des pépites d'or qu'ils ont laissées pour ceux qui recherchent la sagesse. La seule chose est de se rappeler qu'ils essaient de dater cela comme si ce processus avait pris 8000 ans. Ils ont ajusté l'âge dans la traduction en se basant sur les nouvelles connaissances au moment où cela a été traduit. C'est également là que Blavatsky fonde une grande partie de son histoire, y compris les philosophies tibétaines et hindoues, de sorte que vous pouvez voir comment ces figures inventées de l'Église ont pu influencer à la fois la science et les cercles occultes. On reprend. Citation. Quant aux généalogies que tu viens de nous raconter, Solon, elles ne valent pas mieux que des contes d'enfants. En premier lieu, vous ne vous souvenez que d'un seul déluge, alors qu'il y en a eu plusieurs auparavant. Ensuite, vous ne savez pas qu'autrefois habitait dans votre pays la plus belle et la plus noble race d'hommes qui ait jamais vécu, et que vous et toute votre ville descendez d'une petite graine ou d'un reste d'entre eux qui ont survécu. Et cela vous était inconnu, parce que, pendant de nombreuses générations, les survivants de cette destruction sont morts sans laisser de traces écrites. Car il fut un temps, Solon, avant le grand déluge de tous, où la ville qui est aujourd'hui Athènes était la première en guerre, et à tout égard la mieux gouvernée de toutes les villes. On dit qu'elle a accompli les actes les plus nobles et qu'elle a eu la plus belle constitution de toutes celles dont la tradition nous parle sous la face du ciel.
Solon s'étonna de ces paroles et pria instamment les prêtres de l'informer exactement et en bonne et due forme sur ses anciens citoyens. « Tu es le bienvenu pour en entendre parler, Solon, dit le prêtre, pour ton bien et celui de ta cité, et surtout pour le bien de la déesse qui est la patronne, la mère et l'éducatrice de nos deux cités. Elle a fondé votre cité 1000 ans avant la nôtre, en recevant de la terre et d'Héphaïstos la semence de votre race. Puis elle a fondé la nôtre, dont la constitution est inscrite dans nos registres sacrés comme étant vieille de 8000 ans. Maintenant, si on regarde dans l'Atlantide de Donnelly, quelle preuve avons-nous que les Égyptiens étaient une colonie de l'Atlantide? En un, ils prétendaient descendre des 12 grands dieux, ce qui devait signifier les 12 dieux de l'Atlantide, à savoir Poséidon et Cléito et leurs 10 fils. En deux, selon les traditions des Phéniciens, les Égyptiens ont dérivé leur civilisation d'eux, et comme les Égyptiens sont bien antérieurs à l'apparition des nations phéniciennes proprement dites, cela doit signifier que l'Égypte a dérivé sa civilisation du même pays que celui auquel les Phéniciens doivent leur propre origine. Les légendes phéniciennes montrent que Misor, dont descendent les Égyptiens, est l'enfant des dieux phéniciens Aminus et Magus. Misor donna naissance à Thaot, le dieu des lettres, l'inventeur de l'alphabet, et Thaot devint Thoth, le dieu de l'histoire des Égyptiens. Sancho Nyaton nous dit que Cronos, roi de l'Atlantide, visita le sud et donna toute l'Égypte au dieu Thaot, pour qu'il en fasse son royaume. Misor est probablement le roi Mestor, nommé par Platon. Fin de citation. Tout au long du XIXe siècle, il était de notoriété publique que les Phéniciens étaient les prédécesseurs des Égyptiens. Cela a changé depuis dans les cercles académiques qui ont tendance à essayer de cacher ce groupe phénicien autant que possible. La raison en est que les Phéniciens sont un nom de couverture pour un groupe de personnes qui descendent des grands hyperboréens et qui ont établi un sacerdoce dans beaucoup de ces terres après le déluge. Nous connaissons ce groupe dans l'histoire sous le nom de race celtique, mais le lien entre les Celtes et les Phéniciens n'est pas discuté dans les cercles académiques modernes. C'est là que réside le problème. Les Phéniciens, ou Phoenicians, étaient autrefois une grande race. C'est la capuche de la prêtrise mère appelée l'église de Ayesa, dont parle le prêtre d'Antimée. Ils sont venus et ont instruit de nombreuses races après le déluge, rétablissant les traits communs de la civilisation. Les mythes des momies géantes blanches aux cheveux roux sont répandus dans le monde entier. Ces personnes ont également été chassées par ce nouveau groupe de dirigeants, car ils voulaient détruire la lignée de sang pur de toutes les races, afin qu'ils puissent être la seule race de Dieu. Création d'une nouvelle lignée. Ce groupe a pris le contrôle de la prêtrise originelle d'Ayesa, les a qualifiés de païens, a volé leur histoire et a asservi l'humanité et toutes les autres races. Ils se sont emparés de la Bible et ont commencé à enseigner que Dieu ne pouvait être atteint que par l'intermédiaire de l'Église ou de Jésus, alors que les anciens enseignements ne concernaient pas la croyance en une autorité, mais en un magnifique mythe qui reliait la divinité et l'homme comme un respect moral de la nature, un devoir de prendre soin de toute vie et de répandre la paix par le bien d'une cosmologie divine de soi. Une cosmologie qui a été transmise de génération en génération en étudiant attentivement les étoiles et en les alignant sur les attributs de l'ego et du moi. C'est ainsi que l'astrologie, l'astrothéologie a été transmise au monde après le déluge de l'Atlantide. Ces jésuites et l'Église de Rome, qui appartiennent en réalité à la sous-race acadienne et non aux Sémites originels ou dans d'autres mondes aux Celtes, ces Acadiens ont causé la guerre et la destruction parmi le reste des nations aryennes. Ils ont ensuite fusionné toute cette histoire en une seule histoire sous le nom discret et secret de Phéniciens, qui se réfère en réalité à de multiples peuples, et ils ont fait cela en s'emparant de Rome et ensuite du reste du monde. Citation. La grande pyramide, dans sa splendeur originelle et éblouissante de lumière sous le soleil égyptien, était l'objet de l'émerveillement et de la crainte de tous les spectateurs. Elle surpassait en grandeur sublime tout autre monument ou structure jamais érigée par l'homme sur ce globe. Elle était considérée comme la plus grande des 7 merveilles du monde antique. Sa destruction partielle et sa dégradation par l'enlèvement de sa partie supérieure et de sa pierre de fête, ainsi que par la suppression de son enveloppe extérieure de pierre blanche, qui lui donnait un aspect éblouissant et lumineux, l'ont laissée à l'abandon, en apparence nue et dépouillée, silencieuse et muette quant à sa mission,
comme une borgne sans figure. Cela a été une grande perte pour l'humanité. Dans son ancienne gloire, elle était une montagne de lumière, une flambée d'éclat, un symbole dans le désert. C'était un témoignage en pierre vivante, annonçant aux hommes leur héritage dans un royaume spirituel. En plein midi, sa haute pierre dorée semblait ne faire qu'un avec le soleil, unissant la terre et le ciel dans une unité éternelle, une union symbolique de l'esprit et de la matière. Abîmer ce pilier sublime, ce grand chef-d'œuvre des prêtres magiques irlandais d'Ayessa, faisait partie d'un complot aussi égoïste qu'aucun autre jamais conçu. Un autre exemple est celui de Baalbek. Ce temple n'a pas été créé à l'origine pour Baal, mais il est connu sous ce nom parce que les Phéniciens se sont emparés de cette terre et ont consacré d'anciens temples ariens au culte de Saturne. Les Sémites originels sont également connus sous le nom de druides ou de prêtres mages irlandais. Aujourd'hui, dans l'histoire, ils sont connus pour être les druides originels, les descendants des Hyperboréens qui ont rétabli une haute culture après le déluge et qui étaient connus pour leur peau claire, leurs cheveux roux et leurs cheveux blonds. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de noirs qui appartenaient à cette église. Il est fort possible qu'il y en ait eu, car nous connaissons maintenant la véritable histoire de l'Irlande, puisque les Fomoriens, ou les Fomoriens, étaient les premiers aborigènes avant d'être pris en charge par les Tuatha Dé Danann. Les relations interraciales avaient déjà commencé, comme le montre l'histoire de Timée avec le prêtre égyptien et de nombreux autres mythes du monde entier, tels que ceux des Aztèques et de la Chine. Nous avons même des histoires de la reine de Scota. Citation. L'histoire de Scota commence avec un roi grec du nom de Gaetelos. Dans une version de l'histoire qui concerne l'Irlande, Gaetelos est connu sous le nom de Goidel-Glass. Le mot Gaël serait dérivé de son nom. Et il était originaire de la région de City. On dit également que Goidel-Glass vivait à l'époque de Moïse et que ce dernier aurait guéri le premier lorsqu'il avait été mordu par un serpent. Moïse a également promis à Goidel-Glass qu'aucun serpent ou autre créature venimeuse n'habiterait l'île occidentale que sa postérité habiterait un jour. L'un des petits-fils de Goidel-Glass, Niul, fut invité en Égypte par un pharaon en tant qu'instructeur et finit par épouser l'une de ses filles, Scota. Le mot Écosse et le nom romain de l'Irlande, Scotia, seraient tous deux dérivés de son nom. Niul et le peuple de Scota furent ensuite chassés d'Égypte par un autre pharaon et errèrent autour de la Méditerranée jusqu'à ce qu'ils atteignent l'Espagne. On dit que Scota est une reine blanche aux yeux bleus, originaire d'Écosse. Il est donc juste de dire que l'Égypte était une culture assez diversifiée, mais cela commence à nous faire douter de l'histoire officielle des Noirs venus d'Afrique. La culture égyptienne s'est développée en un centre multiculturel d'apprentissage et de développement spirituel pour toutes les races. Platon est même venu en Égypte, soi-disant pour participer à un rituel dans la Grande Pyramide. Il semble que les égyptologues soient heureux de déformer l'histoire de ces terres et d'y apposer les dates qu'ils souhaitent. Ils cachent également des preuves qui n'ont pas été explorées, car de nombreux sites sont encore cachés au public. L'histoire de l'Égypte et sa chronologie sont déformées parce qu'il s'agit du dernier édifice de pouvoir du dernier âge. Les Phéniciens ont non seulement pris le contrôle de ce centre spirituel du monde, mais ils ont aussi détruit toutes les preuves conflictuelles de cette race racine et de toutes ses sous-races. C'est peut-être la raison pour laquelle les dirigeants exhibent encore aujourd'hui ces artefacts égyptiens dans le monde entier, afin de montrer qui sont les véritables nouveaux dirigeants. Citation. Il a été conçu et mis en œuvre par les esprits dominateurs à la tête de l'Église et de l'État romain de l'époque, qui nourrissaient l'idée ambitieuse et lointaine de rien de moins qu'un régime universel pour leur Église et leur empire. Au cours de ces pages, je m'efforcerai d'expliquer et d'exposer la conspiration et les moyens par lesquels les hommes qui l'ont élaboré ont mis en œuvre leur projet. Et avec l'aide de leurs successeurs, ils ont, j'ai l'intention de le montrer, par des efforts persistants, amené la plus grande partie du monde occidental sous leur empire et leur domination ecclésiastique, et ont mené cette conspiration à un succès presque complet. C'était l'idée des dirigeants de l'Église et de l'État romain, ils ne faisaient pratiquement qu'un.
que tout le pouvoir devait être centralisé dans le chef de l'Église qui était aussi l'empereur de l'État. Toutes les institutions religieuses qui, d'une manière ou d'une autre, entraient en conflit avec cet idéal devaient être supprimées. C'est pour cette raison que les cultes à mystère ont été supprimés et que l'initiation au mystère ancien et ésotérique n'a pas été autorisée. Aucun établissement religieux, culte ou pratique ne pouvant attirer ou retenir les hommes en dehors de l'Église d'État romaine. En outre, comme l'étude et la préparation nécessaires pour ceux qui étaient sélectionnés pour l'initiation au mystère supérieur étaient de nature à développer un état d'esprit hautement philosophique et spirituel, cette étude et cette préparation ne correspondaient pas à l'objectif que les dirigeants de l'Église avaient en vue. De tels esprits n'adhéreraient pas à une simple Église politique et idolâtre dont les doctrines n'étaient pour l'essentiel destinées à la multitude non instruite. De tels esprits ne pouvaient être dominés par un sacerdoce politique ou mercenaire. Il s'agissait d'hommes éclairés qui s'opposaient au projet de l'Église, et c'est pourquoi les institutions qui produisaient de tels hommes devaient être supprimées. Maintenant, passons au mensonge de la guerre civile. Le plan était de créer une nouvelle Atlantide, mais il y avait encore de grandes civilisations vivant dans les Amériques. À ce moment-là, les Vénitiens avaient conquis la Californie par les Espagnols et le nord-est de l'Amérique par les Anglais. Mais de grandes parties du Midwest, en particulier dans le Grand Canyon, étaient encore occupées par une grande race. Les géants étaient encore en Amérique jusqu'à il y a 200 voire 100 ans, et il ne serait pas surprenant qu'il en reste encore. Nous en entendons parler dans des histoires comme celle de la grotte de Lovelock avec des géants cannibales. Il existe 2 théories. La première est qu'il s'agit d'une couverture pour cacher les grandes races qui vivaient en Amérique à l'époque, ou la deuxième est qu'après le cataclysme du Soleil, la barbarie a commencé avec le tribalisme, les grandes nations ont commencé à s'effondrer, et c'est ce qui a conduit les Vénitiens à s'emparer de grandes parties du pays. Mais continuons jusqu'à la guerre civile. C'est autour du point de 1812 que s'est produit l'événement qui a permis aux Vénitiens de s'emparer enfin de toute l'Amérique, ou de terra firma. Dans l'histoire de presque toutes les villes américaines, quelque chose d'énorme se produit autour de cette date. Le mouvement du pouvoir, un traité, une guerre, quelque chose, un incendie, un tremblement de terre. C'était un événement énorme où le soleil a de nouveau disparu. Et il n'y a pas eu d'été pendant quelques années. Au cours des siècles, de nombreuses cultures ont fait des esclaves d'autres races ou nations. Cela s'est produit depuis la Lémurie. Cela s'est produit en Amérique à un moment donné pendant la chute de l'Atlantide. Mais les sous-races aryennes n'ont pas réduit les hommes en esclavage parce qu'ils étaient des hommes nobles. L'idée que les esclaves ont été emmenés en Amérique depuis l'Afrique commence à devenir discutable. Ce n'est qu'à partir de 1812 que le plan de réécriture de l'histoire de l'Amérique a commencé par l'intermédiaire des empires jésuites d'Espagne, de Grande-Bretagne et de France, afin de conquérir les dernières civilisations vivant sur la terre ferme. Ils veulent vous faire croire que des millions de Noirs ont été expédiés d'Afrique en Amérique. Si c'était le cas, nous devrions voir des navires négriers bien conservés. Mais il y en a peu, et leur authenticité est remise en question après avoir appris cette histoire secrète. Le nom d'Afro-Américains a été proposé à de nombreuses reprises et toujours rejeté par les natifs de ces terres. Parce qu'il y a une telle confusion qui a été faite volontairement, en faisant venir quelques centaines de milliers de personnes de couleur noire des îles des Caraïbes et puis peut-être du continent africain, en les faisant passer par les Caraïbes. Ils les ont amenés ici en créant cette façade comme quoi tout le monde vient de la terre-mère plutôt que d'être originaire d'ici. Donc ça a créé beaucoup de confusion, mais ce n'était pas leur intention. Ils voulaient solidifier le fait que les nègres et les blacks venaient tous d'Afrique, mais par contre depuis très longtemps. Mais ça n'a pas été accepté. Plus ils ont essayé de créer cela et de l'acceptance pour le panafricanisme. Donc en fait tout est lié à l'identité, strictement à propos de l'identité. Tout ce qu'on expérimente. De nombreux peuples indigènes d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ont accueilli de nombreux Noirs indigènes, notamment à New York, au Mexique, dans le Wisconsin, à San Francisco et en Californie du Sud. Ils étaient dans le Mississippi et dans l'Oklahoma. Il s'agit d'une représentation d'un natif noir de la Terre de Feu, ou comme nous l'avons mentionné précédemment, de terra firma dans toute l'Amérique du Sud.
Les îles des Caraïbes étaient le berceau des peuples noirs indigènes. Les Noirs étaient présents sur cette terre bien avant que Christophe Colomb n'y mette les pieds, si tant est qu'il ait jamais existé. Nous avons des cartes et des représentations de l'Afrique avec de nombreuses villes qui semblent être des châteaux. Je vous ai également montré des sources dans le dernier chapitre qui montrent que la plupart des Égyptiens n'étaient pas d'origine lémurienne noire pure. Alors pourquoi nous nourrit-on de ce mensonge de l'Afrique? C'est pour attacher l'identité des peuples indigènes de l'ancienne Murcie à une terre lointaine, afin qu'ils puissent être asservis mentalement. Tout ce processus visait à effacer le dernier âge, et ces cultures étaient de hautes civilisations qui préservaient les connaissances des âges précédents. C'est pourquoi les dirigeants en place ont forcé les nations espagnoles, anglaises et françaises à conquérir ces terres à n'importe quel prix. Ils étaient tous financés par la même main cachée, la première nouvelle société mondiale, également connue dans l'histoire sous le nom de East Indian Trading Company, la première société nationale mondiale. N'oubliez pas que les Phéniciens, ou comme nous le savons maintenant les Acadiens, ont ajouté 1000 ans au calendrier. Ces deux histoires sont donc liées, et nous pouvons considérer cette période comme la nouvelle prise de contrôle de l'ancien monde arien pour se préparer à la prochaine race racine à venir. Ils avaient besoin d'effacer notre sens de l'identité, notre lien avec nos ancêtres. Un article intéressant paru sur le site de Stolen History explique que les maisons d'esclaves du Sud appartenaient en fait aux Cherokees, un peuple qui a été expulsé de Rome après sa conquête par les Acadiens. Citation. Citation. Les Cherokees vivaient dans des maisons de style colonial. Les Cherokees vivaient dans des manoirs antebellum avant que les colons ne les transforment en plantations. Ces demeures ressemblent à des palais romains, sont couvertes de symboles païens et possèdent des peintures murales païennes à l'intérieur. La vérité est qu'ils ont caché la véritable histoire de l'Amérique du Nord pendant des siècles, et que seuls les plus sages voient à travers les mensonges. Citation. Tous les chemins mènent à Rome, en Géorgie. On l'appelle Rome parce que c'est ainsi que les Cherokees appelaient leur terre. Jusqu'à leur dernier souffle, ils ont affirmé qu'ils venaient de Rome et qu'ils étaient des Romains. Ils ont été expulsés de leur terre et ont perdu leurs biens dans les années 1830. On nous a dit que le Nord avait attaqué le Sud et que plus de 600 000 personnes étaient mortes en luttant pour l'esclavage. Tout d'abord, les forts. Ils veulent vous faire croire qu'environ 150 forts ont été créés au XIXe siècle. Et croyez-moi, j'en ai visité plus d'un. Ils ont l'air vieux. Nous avons une vidéo sur les Star Forts, les forts en forme d'étoile. Mais l'idée de base est qu'ils ont placé des canons sur ces bastions forts en tant que stratégie navale pour les navires ennemis. L'idée que les canons peuvent tirer sur des navires à des kilomètres de distance à partir de boules de fer sautant sur l'eau n'a pas encore été prouvée et semble être une dissimulation complète. De plus, dans notre vidéo de Star Fort, nous montrons des preuves de l'existence de pompes et de sections souterraines enterrées. Et même lorsque vous lisez le récit officiel, il y a toujours quelque chose qui s'est produit et qui a abouti à la destruction complète de ces forts. Je suis sûr que les Britanniques, les Espagnols et les Français ont utilisé ces forts, mais ce ne sont pas eux qui les ont construits. Ces arches sont assez avancées et on peut trouver des forteresses stellaires similaires dans le monde entier. De grandes nations existaient déjà en Amérique, telles que celles décrites dans le livre des Mormons, et ce que nous connaissons aujourd'hui comme les cultures tartares et maures. Ils veulent vous faire croire qu'un empire ou une société s'est construite sur l'esclavage et que le Sud n'était tout simplement pas prêt à y renoncer. Les derniers peuples qui subsistent sur ces terres appartiennent à l'époque aryenne. Les Jésuites, par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et de Rome, ont commencé à servir toutes ces races restantes en Amérique au cours des années 1800. Ils ont inventé le mensonge de la guerre civile afin de vous faire croire qu'ils se sont battus pour la liberté des Noirs, alors qu'il s'agit en réalité d'une fausseté construite pour servir toutes les races restantes. Les Sémites originels, presque tous ceux qui sont restés en Amérique, ont été complètement anéantis. Rappelez-vous qu'il s'agissait des druides ou des Celtes originels qui ont été envoyés par Rome après sa destruction. Les Noirs qui restaient en Amérique posaient un problème à ces nations jésuites envahissantes, parce qu'il en restait encore beaucoup, car c'était leur patrie.
comme nous le savons d'après l'histoire secrète et la légende de Califia. Les premiers Sémites qui se sont rendus en Amérique, ou les Celtes en Amérique, étaient des voyageurs étrangers qui tentaient d'échapper à la prise de contrôle des jésuites acadiens. D'où vient donc cette histoire de l'esclavage des Noirs? C'est au cours de la période 1800-1812 qu'est né le projet de créer l'illusion que les Noirs venaient d'Afrique. John Lynch, connu pour avoir colonisé des villes en Amérique et leur avoir donné son nom, comme Lynchburg en Virginie, on suppose qu'il a immigré d'Irlande en Virginie et qu'il a prospéré d'une manière ou d'une autre. À cette époque, l'Irlande a été conquise par Rome ou par les jésuites acadiens qui avaient pris le contrôle du pays d'origine des Sémites, Rome, et les ont chassés vers l'Amérique. Plus d'informations sur cette histoire se trouvent dans le livre de Mormon. John Lynch a envoyé une lettre exposant un plan de civilisation pour ces nouveaux Africains sur la côte africaine, et son plan est de la peupler avec les Noirs d'Amérique. Citation: que la société de bienfaisance actuellement établie en Angleterre dans le but de civiliser les Africains a été mise en place par Granville Sharp, l'un de ses membres actifs, et qu'il a été stimulé par une lettre que j'ai écrite à William Dillwyn il y a très longtemps, lui demandant de suggérer le plan d'une telle société formant une colonie dans le but éventuel de promouvoir la civilisation des Africains et de recevoir des sujets de ce pays pour une telle colonie. Fin de citation. La lettre de Lynch a été inspirée, parrainée et modifiée par une femme nommée Anne Mifflin. C'était une quakeresse, c'est-à-dire qu'elle était issue d'une église protestante qui prône le pacifisme et la philanthropie. Elle faisait partie de l'un de ces groupes anglais qui ont colonisé l'Amérique en tant que l'une des nombreuses dénominations de la foi chrétienne. Ils ont conclu des traités, c'est-à-dire qu'ils ont payé ou forcé les anciens à céder leurs terres. Les livres d'histoire ne parlent pas de ces empires qui subsistaient en Amérique au XVIIIe siècle. Ce plan visait en réalité à éliminer la menace restante des aborigènes et à créer une fausse identité en envoyant de nombreux Noirs en Afrique afin de créer cette société au large des côtes africaines. Ils voulaient civiliser ces Noirs ou leur faire subir un lavage de cerveau pour qu'ils pensent comme le cerveau acadien ou le cerveau phénicien de l'histoire courante. Ils ont transformé toutes les races en cette survie reptilienne et ont enseigné l'adoration d'un dieu extérieur. Nous nous sommes concentrés sur la propriété et le matérialisme, et nous avons perdu nos voies spirituelles. Toutes les sous-races de cette époque, et pas seulement les peuples noirs, sont encore à l'époque aryenne, et ces dirigeants phéniciens acadiens sont toujours aux commandes et nous ont transmis le mensonge de l'histoire telle que nous la connaissons. Anne Mifflin s'est réunie à Lynchburg et a élaboré avec les autres envahisseurs un plan visant à éliminer et à supprimer les populations noires de ces colonies. Il semblait avoir des problèmes et il devait y mettre fin immédiatement et pour de bon cette fois-ci. En septembre 1810, Anne discute avec James Wood de l'expédition des esclaves récemment libérés du Sud, ou plutôt de la nouvelle génération qui a été formée à croire en une fausse histoire, vers une île nommée Bolama sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Ce plan a marqué le début de la formation à l'asservissement des Afro-Américains. James Wood a approuvé ce plan, mais il y a eu un problème. Les nombreux abolitionnistes qui se sont développés pendant cette période étaient censés être contre l'esclavage, mais ce n'est qu'un piège. Ces gens sont ceux qui les ont réduits en esclavage au départ. C'est comme la philanthropie. Ils voulaient se faire passer pour les rédempteurs, alors qu'ils n'ont fait que laver complètement le cerveau et remplacer le sens du soi par une entité étrangère. L'esclavage a bel et bien eu lieu, mais il s'agissait simplement d'un processus de lavage de cerveau sur le territoire national. L'un de ces abolitionnistes était Granville Sharp, qui donnait l'illusion de vouloir mettre fin à la traite des esclaves, alors qu'il avait contribué à la créer. Il est également important de noter qu'il est tout à fait possible que des Noirs aient été déplacés depuis les îles des Caraïbes, et peut-être même depuis l'Afrique. Mais l'histoire selon laquelle des millions de Noirs seraient venus d'Afrique est extrêmement douteuse. Il a participé avec Anne Mifflin à la création de la société Sierra Leone, qui est aujourd'hui le nom de la région de Bolama. Les aborigènes de ces terres lémuriennes atlantes, connus aujourd'hui sous le nom d'Amérique, ont été réduits en esclavage à l'arrivée des colons envahisseurs, qui ont eux-mêmes subi un lavage de cerveau de la part de l'Église dominante de l'époque. À cette époque, beaucoup de gens étaient en désaccord avec ce qui se passait, mais grâce au financement de l'Église qui se manifestait sous la forme de l'Espagne, de la Grande-Bretagne et de la France, ces colons ont conçu un plan pour pénétrer sur la terre ferme et conquérir le reste des Amériques.
L'Espagne connaissait ces terres avant Colomb, d'où l'idée d'évoquer la Califia au début, car les légendes d'Amadis de Gaola remontent au XVe siècle ou même plus tôt, selon toute vraisemblance. Thomas Jefferson a répondu à ce plan d'Anne Mifflin et a déclaré « Ce serait la mesure la plus souhaitable à adopter pour éliminer progressivement la population noire. » Il l'a approuvé et a estimé que les États-Unis devraient avoir pour priorité absolue de créer un établissement sur la côte africaine. Ce plan a été bien accueilli par le reste de ces nouvelles colonies en Amérique, et le plan a commencé à éliminer et à endoctriner la population restante des aborigènes de cette terre. Ces abolitionnistes du Nord ne se souciaient pas du tout des Noirs, et c'est une autre raison pour laquelle la guerre civile n'est qu'une farce. Comme à son époque, Jefferson pensait que les Noirs étaient intrinsèquement inférieurs aux Blancs et qu'il valait mieux que les deux races restent séparées. N'oubliez pas que tous ces groupes, les Espagnols, les Anglais et les Français, sont issus des Cananéens, Phéniciens, Acadiens, adorateurs de Baal, et qu'ils étaient extrêmement racistes à l'égard de toutes les races de couleur. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas, car ces peuples ne sont pas la véritable représentation des peuples blancs. Les Acadiens ont repris ce qui restait de ces Sémites originels ou druides originels, et ces peuples ne jugent pas sur la base de la peau, comme nous l'entendons dans l'histoire de Timée avec le prêtre, comme nous l'entendons dans les légendes de Quetzalcoatl et Kukulkan, qui a sa similarité avec la divinité irlandaise Cuchulainn. Je dis cela parce qu'il est temps que nous abandonnions cette idée que les couleurs sont supérieures à d'autres, ou même l'idée que nous devrions toujours nous souvenir que nous avons été des victimes. À l'époque de l'Atlantide, les Faux-Moires ont dominé de nombreuses terres et réduit en esclavage de nombreuses races différentes, y compris des Blancs. Cela s'est produit entre différentes races de couleurs similaires, c'est simplement le mal de l'humanité. Mais il y a eu un âge d'or de l'Atlantide, où les différentes races trouvèrent la paix et où la seule poursuite était celle de l'esprit et de l'intellect spirituel, qui était la passion de presque tous ces peuples, rouges, jaunes, noirs ou blancs. La seule façon de trouver une solution est donc de voir le problème clairement. Crise d'identité, au-delà de la couleur de notre peau. Beaucoup d'entre nous ont reçu de fausses croyances, et nos patries ont été oubliées, mais à une plus grande échelle, nos identités spirituelles ont été perdues. Une nouvelle ère a commencé, où nous avons oublié nos propres structures et architectures, notamment dans les villes américaines. Les colons n'ont pas construit ces villes. Toutes les grandes villes ont été bâties sur la base d'une civilisation existante. C'est le secret qui a été caché à notre éducation, afin d'asservir l'humanité à un dieu extérieur, le dieu du matérialisme et de la mort, Saturne. Nous envoyons cette vidéo avec amour et passion. Si vous ne vous sentez pas d'accord, alors ne la regardez pas et n'essayez pas de nous éduquer. Ces temps sont vraiment déroutants. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre voyage et faisons en sorte que nos esprits soient dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?